Bonsoir et bienvenue à tout le monde, à cette table ronde sur la sécurité sociale de l'alimentation, organisée par le collectif, Alternatiba ANV Rhône. Et on remercie aussi toutes les pages qui, cross-postent, sur Facebook, ce live. Donc, je vais commencer par juste, vous présenter un petit peu notre collectif Alternatiba Environ. Nous sommes, donc un collectif citoyen qui se bat pour la justice climatique et sociale. Et d'ailleurs, le thème de la soirée, la sécurité sociale de l'alimentation, est une thématique, qui rentre bien, dans ces 2 problèmes, le social et le climat. Voilà. Quand on présente notre collectif, on dit souvent qu'on marche sur 2 jambes, celle des alternatives, qui est plutôt le côté Alternatiba et celle, de la résistance, avec, des actions non violentes et de la désobéissance, civile. À Lyon, habituellement, on a, un bar, associatif qui est aussi un lieu dans lequel on organise, des conférences, des tables rondes comme celle-ci, quand on peut les organiser, en direct et qui est un peu, un lieu des expériences, des alternatives, au système qu'on peut faire par exemple, ce samedi, on organise, une friperie, pour essayer d'acheter nos vêtements autre part que dans l'industrie du textile. Pour le côté des actions non violentes, vous avez peut-être entendu parler de nous grâce, au décrochage de portraits, de Macron ou, grâce aux actions qu'on a pu, mener, contre, Amazon, qui est une de nos grosses campagnes, actuellement. Si vous avez, déambulé dans les rues de Lyon, vous aurez peut-être vu nos affiches, contre l'entrepôt, d'Amazon qu'ils veulent construire à Saint-Exupéry. Voilà. On travaille aussi dans notre, collectif à la convergence, des luttes, sociales et climat, en travaillant avec, les syndicats et d'autres associations, qui se battent pour la justice climatique. Voilà. L'événement de ce soir, il intervient dans le cycle d'événements, qu'on organise pendant le confinement qui s'appelle «Faut qu'on s'évade». Donc on a décidé, de ne pas être, inactifs, mais de p continuer à proposer des événements en ligne, pendant le confinement pour continuer à militer. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire, sur Hello Asso, en nous faisant, un don. Voilà, je vous présente rapidement, les 4 intervenants, qui vont participer à la table ronde ce soir. Nous aurons Mathieu Dalmé qui est fait conférencier gesticulant sur la sécurité sociale de l'alimentation et qui est membre, d'ISF Agrista. Nous aurons aussi, Anne Storer qui est, paysanne et membre de la Confédération paysanne. Nous aurons Anne-Sophie Alouchéri qui est membre de Réseau Salariat et aussi issue du milieu agricole. Et nous aurons enfin Bernard Friot qui, est, chercheur en économie et en sociologie de la sécurité sociale et qui est aussi membre de Réseau Salariat. Voilà. Vous pouvez, pendant toute la table ronde, nous poser des questions en commentaire, du live et nous y répondrons à la fin. Nous ferons un petit temps, de questions-réponses où je lirai les questions que vous avez posées pour que les intervenants puissent, nous répondre. Vous pouvez les poser préférentiellement sur, le live qui est sur la page Alternatiba ANV Rhône, comme ça on pourra me les transférer plus facilement. Voilà, maintenant, je laisse, la parole aux intervenants pour que chacun d'entre eux puisse nous dire, en quelques minutes, qui il est et ce qu'il attend de la sécurité sociale et de l'alimentation. Voilà, je vous laisse par exemple, Mathieu, tu peux commencer. Mathieu, il faut que tu penses à démuter ton micro. Forcément. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'organisation de cet événement. Pour me présenter rapidement, moi je suis agronome, membre d'Ingénieurs sans frontières Agrista. Ingénieurs sans frontières, c'est une organisation qui travaille sur le sens de la technique et en gros essayer de faire en sorte que les choix techniques soient les plus démocratiques possibles et de former ses membres pour aller vers ça. Et Agrista, c'est donc un groupe d'agronomes autour de ces thématiques, membres de la fédération. Et donc, j'ai lancé le travail sur la sécurité sociale de l'alimentation en 2017 au sein du groupe avec Agrista, en discutant un peu avec des partenaires. Et puis après, en 2019, lancé un collectif avec notamment les autres organisations qui sont ici et d'autres qui nous rejoignent pour, en fait, pour moi, l'objectif, c'était vraiment de concilier, de trouver une sortie politique possible aux enjeux agricoles et alimentaires
là où dans mon parcours professionnel, militant et autres, on traitait soit les questions alimentaires d'un côté, soit les questions agricoles de l'autre, et on n'avait pas de vraies réponses globales sur l'ensemble du système agroalimentaire. Il y avait des slogans ou des envies, mais pas de propositions techniques, et à un moment donné, de rentrer dans le concret et de se dire comment on pourrait faire, ça permet d'être force de proposition et d'ouvrir un petit peu le champ des possibles sur ces questions de comment on construit un système alimentaire durable. Voilà. Du coup, on peut peut-être passer la parole maintenant à Anne. Et bonjour tout le monde. Voilà, je suis très contente de participer, même si pour moi c'est un peu compliqué de prendre la parole de cette manière-là. Je suis donc agricultrice dans l'Ain. Je suis associée avec mon homme sur une ferme bressane de polyculture élevage. Je suis donc là en tant que membre actif de la Confédération paysanne. La Confédération paysanne, c'est un syndicat agricole représentatif qui se définit comme un syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs. Donc, on s'est fait connaître du grand public lors de l'action très médiatisée, certains doivent s'en souvenir, là, du monde en 1999. Ouais. Et on est de plus en plus sollicité par la société civile pour réfléchir donc à des luttes et des propositions communes. Je pense qu'élaborer ensemble un projet et sera de plus en plus notre force parce que c'est pas toujours évident. On est un syndicat qui a un peu une voix dissonante dans les instances décisionnelles et donc s'associer avec le plus de monde possible et les attentes de la société civile, ça nous donne beaucoup d'énergie. Concernant l'aide alimentaire, je dirais que la la Confédération paysanne a mis du temps pour comprendre quel était l'aveu d'un échec de la politique agricole et que c'était même un instrument un peu pernicieux de gestion du marché sous couvert de solidarité. Donc, à titre individuel, pour moi, c'est vraiment Mathieu qui m'a fait comprendre ça lors de sa conférence gesticulée. Ça a été pour moi un peu un choc, cette conférence, parce que ça a déconstruit plein d'idées fausses, en fait. Donc, ça a été très important. J'ai compris que les aliments jouaient vraiment un rôle euh, autant pour les agriculteurs qui produisent que les citoyens qui mangent. Et donc, moi, j'aborderai évidemment la sécurité sociale alimentaire avec l'œil d'une productrice d'aliments. Voilà. Merci. Du coup, je laisse la parole maintenant peut-être à Anne-Sophie. Bonsoir tout le monde et merci d'organiser cet événement. Je suis ravie de pouvoir participer. Et oula, un petit problème d'éclairage ici. Hop. Oui, donc moi je suis issue du monde agricole, une famille d'agriculteurs. Et donc cette problématique de l'agriculture m'a touchée au niveau de mon histoire, de ma famille, mes racines. Et voilà. Et après, j'ai découvert les thèses de Bernard Friot, en fait. Et je me suis dit, vraiment, il y a quelque chose à faire au niveau du monde agricole. De se saisir des problèmes d'endettement. Et il faudrait qu'on puisse aussi libérer le travail, en fait. Émanciper le travail. C'est vraiment cette question-là qui me touche. Par ailleurs, j'ai aussi pu travailler en tant qu'ouvrière agricole, en tant que saisonnière. Et
voilà, je trouve qu'on devrait construire quelque chose qui permette de donner de meilleures conditions de travail en fait aux ouvriers, aussi bien d'ailleurs dans la production agricole que dans l'agroalimentaire ou dans la distribution. Voilà, voilà les aspects que j'aimerais voir changer, en fait, l'aspect social. Merci. Et du coup, pour terminer ce petit tour, je laisse la parole à Bernard. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Alternativa Rhône, ANV Rhône. Moi, ce qui me motive depuis près de 50 ans que je travaille sur la sécurité sociale, c'est comment on peut transposer dans tout autre domaine de production. Et il y a une urgence de sortir l'agriculture de l'agrobusiness, la production alimentaire, la distribution alimentaire du capitalisme. Il faut sortir de cette impasse et la sécurité sociale est un très très bon outil. Nous avons su créer une sécurité sociale du soin sur un mode non capitaliste. Elle est très attaquée, très en difficulté aussi, bien sûr, parce qu'elle est justement créée sur un mode non capitaliste. Mais ça nous donne des outils pour transposer cela d'autres productions et d'abord l'alimentation, parce qu'il y a une attente populaire aujourd'hui très nette sur sortir l'alimentation de l'agrobusiness. Merci beaucoup à vous 4 pour ce petit tour. Du coup, pour commencer cette table ronde, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est déjà, dans les grandes lignes, le principe de la sécurité sociale de l'alimentation? Comment, fonctionnerait, un tel système? Voilà, je laisse d'abord la parole à Mathieu, peut-être pour nous parler de la genèse du projet, chez, Ingénieurs sans frontières. Merci. Donc, Bernard répondra plus précisément sur les grandes lignes et je reviens sur la genèse. Donc, en fait, nous, Ingénieurs sans frontières, on réfléchit entre nous à comment on peut proposer un outil qui permette, enfin un outil en tout cas, une organisation politique qui permette de répondre aux enjeux agricoles et alimentaires. Et notre leitmotiv un petit peu, c'était la question de la souveraineté alimentaire, comme à la fois moi j'ai été animateur de la Confédération paysanne pendant un temps, et qui est aussi le mot d'ordre. Et en fait, c'est de se rendre compte qu'à un moment donné, alors que j'ai beaucoup essayé de prendre du recul sur ma formation en tant qu'ingénieur agronome, j'avais même refusé mon diplôme d'ingénieur pour refuser le formatage qu'on a dans ces écoles. Bah, malgré ça, il y a un formatage que j'avais toujours pas vu et qui est celui de la production, quoi. C'est-à-dire que j'étais formé à penser production agricole, conditions de travail de la production, impact sur l'environnement de la production, mais jamais de penser alimentation et de penser l'organisation du système alimentaire par la finalité qui est de nourrir le monde. Et en fait, quand on change et qu'on décale ce point de vue-là et qu'on regarde les enjeux alimentaires, et ça permet de penser un petit peu différemment les choses. Et ça a été un choc assez fort pour moi de comprendre qu'en fait, aucun système agricole ne pourrait être durable si on ne mettait pas en place deux mécanismes. À la fois un mécanisme qui permette l'accès de tous et toutes à l'alimentation qui est produite. Le premier critère de durabilité d'un système alimentaire, c'est d'abord d'assurer que les personnes qui sont sur le territoire où il y a cette production ont accès à ce qui est produit. Si ce n'est pas le cas, ça ne nourrira pas et ça ne servira pas à grand-chose. Et la deuxième chose, c'est le fait que, il faut que les personnes aient accès, mais il faut aussi qu'elles le veulent et que pour qu'elles veulent manger ce qui est produit, il faut qu'elles aient pu décider de ce qui est produit. Et donc en fait, dire que, voilà, si on veut transformer un secteur de production, il ne faut pas le regarder uniquement par les politiques de production, par les acteurs qui y sont, mais par l'ensemble des citoyens qui sont concernés, qui vont acheter ces produits ou en tout cas en bénéficier, et qui doivent à la fois y avoir accès et décider de ce qui doit être produit. Et donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec la Confédération paysanne à partir de 2016, avec notamment Emmanuel Haas, qui était paysan dans le Lot-et-Garonne et qui aboutissait au fait de dire
que dans le projet de la Confédération paysanne, en plus de la transformation vers une agriculture autre, dite paysanne, il fallait penser l'accès de tous à une alimentation de qualité et des mécanismes qui permettent d'élaborer démocratiquement la demande alimentaire. Et puis on s'est arrêté là avec la Confédération paysanne. Et moi, il y avait une frustration de s'arrêter là, une frustration de ne pas aller plus loin. Et donc, j'en ai parlé aux copains dans Ingénieurs sans frontières Agresta. On a partagé tout ça et ces enjeux de se dire comment on pourrait faire pour boucler ça par les questions alimentaires. Ça nous a intéressés, on a regardé de plus près et là, on est tombé sur les travaux de Dominique Paturel, de Jean-Claude Balbo au sein du réseau CIVAM sur le projet de recherche accessible. Dominique Paturel, qui est chercheuse à l'INRA, qui, eux, travaillaient sur les questions de droit à l'alimentation et de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le droit à l'alimentation. Et en fait, si on le résume, c'est le droit de pouvoir choisir son alimentation. Donc de dire, en fait, tout le monde doit pouvoir, pour avoir le choix, avoir accès aux produits. Et en fait, avoir le choix, c'est pas juste avoir le choix des produits dans le rayon, par rapport à ce qui est déjà produit. Avoir le choix, c'est pouvoir décider de ce qui va être produit aussi. Et en fait, on retombait, en voulant appliquer le droit à l'alimentation sur ces deux mêmes mécanismes de base nécessaires de dire on doit assurer l'accès de tous à des produits et penser une organisation démocratique de notre système alimentaire. Donc, on avait ces deux grosses entrées, quoi, droit des paysans et transformation de l'agriculture d'un côté, et puis droit de l'alimentation de l'autre, et la nécessité de supprimer l'aide alimentaire et de sortir de ce système-là, on y reviendra plus tard, qui convergeaient. Et dans nos parcours professionnels et militants, croisés plusieurs fois, les membres de Réseau Salariat, Bernard Friot aussi sa pensée, donc je vais laisser Bernard continuer. Mais donc voilà, l'idée c'était de dire qu'à la lumière de ce que proposait Réseau Salariat sur ces questions de la sécurité sociale et de comment elle peut permettre d'organiser la production autrement, et notamment de penser à l'accès de tous et une organisation démocratique de l'économie, qu'on s'est dit qu'il fallait se mettre à travailler sur ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. Et petit à petit, d'une bille, c'est devenu beaucoup plus gros et on se retrouve aujourd'hui à le présenter devant vous ensemble. Et donc, je vais laisser Bernard un petit peu sur les piliers du fonctionnement de ce que pourrait être ce système. Merci Mathieu. Effectivement, la sécurité sociale de l'alimentation, comme son nom l'indique, s'inspire d'un déjà là. Ce n'est pas une utopie née dans le cerveau de quelques-uns, c'est véritablement le souci de transposer un déjà là qui est efficace, qui est très attaqué pour son caractère non capitaliste. C'est la sécurité sociale du soin. Dans les années 60, qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on avait une production de soins qui était extrêmement médiocre, aussi bien en ville, puisqu'il n'y avait pas de remboursement, donc les soins de ville n'étaient pas accessibles, et puis à l'hôpital, c'était des lieux de relégation pour l'essentiel. Nous avons, à partir du milieu des années 50, une mutation considérable de la production de soins qui représente 10% du PIB, c'est pas tout à fait rien. Et cette mutation, elle s'opère sans faire appel au marché des capitaux, par une hausse du taux de cotisation, c'est-à-dire une hausse du salaire. Les salaires, au lieu de se faire en monnaie qui vont sur le compte en banque, eh bien c'est de la monnaie qui va sur les cartes vitales et qui permet de consommer du soin auprès de professionnels conventionnés. Et c'est là un point très important. Les professionnels conventionnés ne le sont pas sur n'importe quel critère. En tout cas, dans les années 60, pratiquement, le capital est exclu de la convention, sauf, hélas, pour le médicament. Et c'est une leçon qu'il faut retenir. Il faut faire très attention, quand on conventionne des professionnels, à ne pas créer un marché public pour des groupes capitalistes. L'assurance maladie, c'est un marché public pour Sanofi et qui a gangréné complètement ensuite le mode de prescription médicale. Donc, c'est extrêmement important de tenir compte aussi des échecs, bien sûr, de ce mode de fonctionnement en sécurité sociale. Et puis, c'est du personnel qui échappe au marché du travail, c'est du personnel qui est libéré du marché du travail, ce sont des fonctionnaires, ou alors des indépendants, mais qui, eux, échappent
a l'obligation d'être performant sur le marché des biens et services, comme le sont les indépendants, puisque la convention leur garantit finalement, avec des prix conventionnés qu'ils doivent respecter, bien sûr, leur garantit une patientèle et des ressources. Comparons, je sais pas quoi, moi, un architecte qui s'installe et un kiné qui s'installe. L'architecte, sauf s'il devient un vassal de Bouygues, va crever de faim pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'il ait son premier marché public. Le kiné, lui, il est assuré de sa patientèle au bout de 3-4 mois d'exercice. Il s'agit donc de libérer le travail paysan de l'aléa, de la servitude vis-à-vis du capital, les fournisseurs, les clients, Lactalis ou je ne sais trop quelle centrale d'achat de Leclerc, les fournisseurs, Monsanto et autres bailleurs, les prêteurs, à savoir le Crédit Agricole et autres, tout cela qui pèse considérablement sur la pratique des producteurs, de libérer la distribution aussi des groupes capitalistes qui finalement ont imposé. C'est la grande distribution qui a largement imposé l'agrobusiness. Il s'agit donc évidemment de ne pas conventionner la grande distribution. Vous voyez que nous avons maintenant un modèle que nous pouvons tout à fait transposer, une hausse des salaires sous forme d'une carte vitale qui permet de doter chaque personne de 100, 150 euros. Tout ça, ça peut se discuter, bien sûr. Tout ça, ce sont des chiffres que nous lançons pour le débat. Par mois, par personne et par mois. Donc, ça peut faire 500, 600, 700 euros dans une famille de 3 enfants. Vous voyez, ce n'est pas rien. C'est à peu près le tiers du marché de l'alimentation, voire la moitié, qui serait mis en sécurité sociale. Et cette carte vitale ne pourrait être utilisée qu'auprès de professionnels conventionnés, comme la carte vitale vis-à-vis des professionnels du soin. Et on ne va pas être idiot, on va conventionner les alternatifs, on va conventionner les producteurs alternatifs, ceux qui sont propriétaires de leur outil de travail, y compris dans la distribution. On conventionnera les distributeurs alternatifs, on va conventionner. C'est très important la question de la convention. Encore une fois, il ne s'agit pas, en solvabilisant massivement, nous sommes là à hauteur d'une centaine de milliards, en solvabilisant massivement l'accès à l'alimentation, ce qui, comme l'a rappelé très justement Mathieu, en finit avec l'aide alimentaire, et comme Anne aussi, qui a rappelé comme l'aide alimentaire était un élément, un segment de l'agrobusiness qu'il faut combattre, mais remplacer, parce qu'on ne va pas laisser des gens crever de faim, évidemment. Donc, nous assurons une solvabilisation de la population de manière universelle, mais sans créer de marché public pour des groupes capitalistes, parce que là, ce serait catastrophique. Il s'agit bien d'une production alternative à la production capitaliste, d'une distribution alternative à la distribution capitaliste. Et comment on finance, ça on le verra dans la suite du débat. Les points importants, c'est donc hausse des salaires sous forme de monnaie en nature et non pas de monnaie en espèces. Monnaie en nature, ça ne veut pas dire qu'on va hausser les salaires en filant des paniers d'AMAP. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que c'est de la monnaie, mais c'est de la monnaie qui est sur une carte vitale, mais qui n'est dépensable que dans des conditions précises. Conventionnement de professionnels alors de la production. Dominique Paturel insiste beaucoup sur tous les segments de l'alimentation. Il y a la production, mais il y a aussi la transformation, il y a la distribution, il y a la restauration. C'est à tous ces segments-là qu'il s'agit de s'adresser en soutenant massivement 100 milliards ou 80 milliards ou 120 milliards, c'est un soutien massif. Le marché de l'alimentation, c'est 250 milliards actuellement, en soutenant massivement
des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, des restaurateurs alternatifs. Et puis, une partie de la cotisation peut aussi, évidemment, hein, gestion par les intéressés eux-mêmes des caisses. La cotisation va à des caisses qui sont gérées par les intéressés eux-mêmes. Et c'est une gestion démocratique. Il ne s'agit pas de faire un dispositif que nous allons confier à l'État. Il s'agit bien d'un dispositif public, mais non étatique, comme l'était le régime général de sécurité sociale quand il a été créé. C'est un dispositif public, mais géré par les travailleurs de 47 à 67. Voilà pour les points essentiels. Je pense n'avoir pas oublié, si je l'ai fait, mes compères et commères compléteront. Merci beaucoup pour cette première présentation, c'est super clair et on voit bien que derrière ce mot sécurité sociale de l'alimentation, en fait, c'est toute une idée de changer le système alimentaire actuel qui émerge et c'est ça qui est super intéressant. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière tout ça, à la fois pour permettre aux agriculteurs de sortir des marchés capitalistes actuels et puis à la fois pour conventionner préférentiellement les agriculteurs qui promeuvent des alternatives plus respectueuses du climat. Donc c'est vraiment top. Et justement pour la suite, c'est la suite de la table ronde, on va parler de les raisons pourquoi c'est important de mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation aujourd'hui, quels enjeux est-ce que ça implique derrière. Donc je laisse d'abord la parole à Mathieu pour parler des enjeux stratégiques de ce nouveau système alimentaire. Oui, je regardais le déroulé. C'est vrai qu'on avait plutôt proposé là d'intervenir avec Bernard au début, mais si Anne ou Anne-Sophie, vous voulez parler, n'hésitez pas. Ouais, sur les enjeux stratégiques aujourd'hui un petit peu, en fait, ce qui se passe, c'est que on est dans un environnement où beaucoup de personnes vont, enfin, c'est le monde des lobbies. Beaucoup de personnes s'organisent autour du fait de se dire il y a un pouvoir centralisé à un endroit, localement à des échelles, mais aussi au niveau national. Et, et on a toute une organisation de la société civile sur les questions agricoles et alimentaires, avec à des endroits des paysans, à d'autres des citoyens, qui vont tous essayer de s'organiser pour porter leur voix, pour faire changer les choses sur le système agricole, parfois en prenant aussi en compte les enjeux alimentaires. Pour nous, c'est un des fondements de ce projet-là et de nos convictions qu'il faut absolument traiter les deux, agriculture et alimentation, de façon conjointe. Et quand je dis agriculture, je dis à la fois droit des paysans et de l'ensemble du système de production agricole et alimentaire et aussi droit de l'environnement et du climat. Donc il faut traiter vraiment ça de front. Et en fait, donc le projet de sécurité sociale de l'alimentation, il vient décaler un petit peu et proposer une forme de travail en collectif avec différentes organisations qui est pas forcément commune sur ces questions. Et en tout cas, les acteurs de la lutte contre la précarité ou autres travaillent assez peu. Le projet Accessible est un des premiers projets qui a été porté par le réseau CIVAM à vraiment mettre ces personnes en même temps. Et puis, il y a autre chose qui est extrêmement intéressant derrière ce projet, c'est le fait qu'on n'est pas en train de porter une revendication de mise en place, d'un petit peu mieux, de ci, de ça ou autre. On n'est pas en train de demander au pouvoir de faire quelque chose pour nous, que ce soit une amélioration de la PAC ou de ci ou de ça. On est simplement en train de dire, maintenant, ce qu'on veut, c'est que la décision et l'orientation de l'agriculture et notre alimentation, elles se fassent dans une organisation démocratique de l'économie, dans des caisses de sécurité sociale de l'alimentation. On n'est pas en train de dire au pouvoir qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse, on est en train de dire on veut prendre le pouvoir et l'organiser. Et pour ça, comme je disais tout à l'heure rapidement, sortir du slogan, mais construire un vrai projet alternatif
de gouvernance de l'ensemble du système de l'alimentation en France, et ben, ça ouvre un champ des possibles extrêmement fort, ça libère l'imaginaire et ça propose de rendre possible un petit peu des choses qu'on s'interdit de temps en temps. Et en ça, ce travail-là, il vient décaler un petit peu les lignes et les habitudes, et il est en même temps très intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent rajouter ou compléter par rapport à ça. N'hésitez pas, Anne-Sophie et Anne, si vous voulez déjà intervenir sur ces questions, vous pouvez. Sinon, on peut laisser encore la parole à Bernard pour que vous interveniez comme vous le sentez. Moi, je peux rebondir si vous voulez. On parle des paysans et des consommateurs, mais je vais revenir sur les travailleurs et les travailleuses. En fait, si on part de la sécurité sociale telle qu'on la connaît dans la santé, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire qui a été mis en place par Ambroise Croizat ne serait-ce que pour salarier les travailleurs de la santé. On a permis ainsi de libérer le travail et au lieu de confier la santé à des religieuses, de créer tout un système où on peut s'occuper des malades en toute tranquillité vis-à-vis du lendemain. On sait qu'on a un salaire à vie qui est garanti. Et ça, mais c'est un grand soulagement en fait. Et ça permet de faire ce qu'on veut. Et en général, on veut le bien, on fait pour le mieux quoi, dans son travail, tant qu'on est dans la garantie d'un salaire. C'est un immense confort et c'est pas un privilège, c'est juste toucher sa part du PIB qui nous revient. C'est notre qualification qui nous donne droit à ce salaire. Voilà, on l'a pas volé tel que comme on voudrait nous le faire croire. Oui, la santé ça coûte, l'éducation ça coûte, les retraités ça coûte, etc. Non, c'est notre part c'est notre activité économique qui le justifie. Et donc, si on l'a fait dans la santé, si on l'a fait dans l'éducation, on l'a fait pour les retraités. On a apporté un salaire aux retraités qui peuvent travailler hors du marché de l'emploi. Et ben, on peut le faire et c'est plus qu'urgent, c'est plus que nécessaire, c'est vital. Il faut absolument qu'on le fasse aussi pour l'agriculture, même pour toute la filière alimentation. Voilà. Et on pourrait aussi mettre en avant la place des femmes dans toute cette histoire. Les femmes sont très largement concernées dans la question de l'alimentation, évidemment, aussi bien à la maison, les tâches sont réalisées pour la plupart par les femmes. Et tous les métiers, je sais pas moi, dans les supermarchés, dans les ouvrières agricoles, les femmes des paysans, j'en oublie, je m'excuse, mais voilà, les femmes sont touchées, tout comme dans les métiers du soin. Hein. Et il existe actuellement une vraie exploitation, pas que des femmes évidemment, mais des ouvriers. Je reviens sur les ouvriers agricoles. On l'a vu pendant le confinement. Il manquait 200 000 saisonniers pour aller ramasser les asperges, les fraises, etc., qui devaient venir de Pologne, d'Espagne, etc. Bon, c'est quand même honteux. On est en France, c'est quand même scandaleux d'en être là. Et il faut absolument qu'on construise un système où on puisse avoir un salaire également lorsqu'on produit à manger. Ça me paraît la base, la première des choses qui devraient être faites. Voilà. On peut aussi enfoncer le clou avec le fait que l'agriculture va avoir besoin de plus en plus de monde si on se réfère aux sirènes d'un certain nombre de collapsologues, d'agronomes. Voilà, il va falloir multiplier le travail vivant.
eh ben, comment faire pour rendre les choses attractives dans l'agriculture ou dans les métiers de l'alimentation, si ce n'est en donnant des conditions de travail désirables, quoi. Avoir un salaire régulier. Voilà. Moi, personnellement, j'ai eu une expérience de saisonnière agricole et c'était pas possible. J'avais 900 € de salaire. C'est pas pour taper sur le dos des personnes qui m'embauchaient. Ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est pas possible. Et puis, il y a des mois où on est sans rien, débrouillez-vous. Non, c'est pas possible. Il faut absolument... Si on prend un professeur, il n'a pas d'élèves pendant 2 mois de vacances, il a quand même un salaire, donc on doit pouvoir le faire. Ça doit être faisable. Voilà. Pour renforcer le côté démocratie économique, ce qui m'a plu dans les tests de réseau salariat, c'est qu'on parlait aussi de copropriété d'usage de l'outil de travail. Et du coup, ça implique une plus d'égalité dans les décisions. Voilà, il faudrait supprimer les rapports de domination qu'il y a dans les entreprises, en fait. Parce qu'avec la précarité, les statuts précaires que les travailleurs ont, évidemment, on leur fait faire ce qu'on veut. Si c'est mauvais pour l'environnement, tant pis. Voilà. Donc, j'espère que je ne me suis pas trop répétée, que je n'ai pas été trop répétitive. J'ai l'impression de marteler un peu, mais voilà. Je voudrais qu'on ait de meilleures conditions de travail, un salaire régulier et que ça ouvre la porte du coup à plein d'emplois, entre guillemets, même si nous, à Réseau Salarié, on ne veut pas d'emploi, mais le travail. Et voilà, que ça soit une très belle révolution pour le meilleur, quoi, pour l'environnement, pour qu'on ait la joie au travail, à produire une alimentation de qualité. Voilà. Je propose de finir ce temps sur cette question des enjeux. Donc, on a très peu développé l'ensemble des enjeux agricoles, on estime, qui sont à peu près connus et partagés par tout le monde autour de la table aujourd'hui. Ça fait quand même toujours mal de rappeler qu'on est à plus d'un suicide par jour aujourd'hui dans la profession agricole, et ce qui est la conséquence extrême de tout un tas d'autres souffrances qui heureusement ne vont pas jusque-là, liées à des conditions de travail de production extrêmement difficiles. Anne complétera peut-être. Et puis bien sûr des impacts sur l'environnement et sur le climat de tout un système de production industrielle qui a des impacts catastrophiques. Donc on développe pas trop ça. Par contre, un des vrais enjeux autour de ce projet-là, comme j'ai dit rapidement au début, je développe un tout petit peu, c'est la question de dire, voilà, si on veut généraliser la production d'une alimentation de qualité, il faut aussi généraliser son accès. Ce serait bête de dire demain en France, les producteurs, ils vivent bien, ils ont des bonnes conditions de travail, l'environnement est respecté, mais par contre, en fait, les produits ils sont plus chers et du coup, les gens peuvent pas les acheter. Donc on a en place un système alimentaire où on est dépendant d'exporter la production d'alimentation de qualité pour faire vivre les producteurs, et on est dépendant d'importation de nourriture à bas prix pour nourrir les personnes les moins riches d'entre nous. Donc voilà pourquoi la nécessité de la transformation agricole, elle passe par ces mécanismes-là d'accès de tous à une alimentation de qualité. Et l'autre chose que je voulais dire, j'ai perdu sur ce point-là. Mince, je me suis perdu. Une seconde. Bon, c'est pas grave, ça reviendra peut-être. Oui, si, pardon, sur ce qu'on voit aujourd'hui sur le plafond de verre un petit peu auquel va venir se taper l'ensemble des alternatives. C'est-à-dire qu'il y a tout un déjà là, qui est effectivement déjà là sur les questions agricoles et alimentaires de production différentes. On estime que c'est à peu près 25% de la production agricole aujourd'hui qui ne rentre pas directement
dans l'agro-industrie, dans le système alimentaire agro-industrialisé tel qu'il existe. Mais à côté de ça, leur développement, il est assez contraint par le fait que il n'y a qu'une frange de la population qui peut y avoir accès, et ainsi de suite. Et certains vont même jusqu'à parler des alternatives inoffensives. Pour donner un exemple très concret et très parlant, le label de l'agriculture bio existe depuis les années 80, et depuis les années 80, les consommations de pesticides en France n'a fait qu'augmenter. Donc c'est pas parce qu'on arrive à mettre en place des petites alternatives localement ou autres qu'on va résoudre les enjeux agricoles et alimentaires, loin de là. La nécessité de la mise en place d'une politique macroéconomique et d'outils macroéconomiques pour gérer l'ensemble du système alimentaire, il était d'autant plus criant, et il nous a poussé à travailler sur ce système-là. Et je développe, enfin pour finir, un tout petit peu plus la notion de droit à l'alimentation. Je disais, c'est le droit à l'alimentation, si on veut le résumer, c'est le droit à une alimentation choisie. Pourquoi on le résume comme ça? C'est parce que, en fait, les chercheurs estiment aujourd'hui qu'il y a 4 fonctions de base au fait de se nourrir, au fait de manger. Premièrement, bien sûr, la fonction biologique, de pouvoir entretenir son corps, ses fonctions vitales et ainsi de suite. Mais il y en a aussi 3 autres qui sont tout aussi importantes. La fonction plaisir de l'alimentation, et celle-ci, elle prend souvent le pas sur des facteurs de compensation quand on ne peut pas avoir les plaisirs qu'on voudrait dans la société. La fonction sociale, et le fait de pouvoir être inséré par sa consommation alimentaire. Voilà, c'est très compliqué d'être inséré socialement quand on reçoit la poubelle de ce que les autres ne veulent pas, comme l'aide alimentaire, hein. On va pas se ramener chez les gens avec des petits Pères Noël en février ou des œufs de Pâques en mai. Donc la fonction sociale de l'alimentation qui est extrêmement importante. Et enfin, la fonction culturelle, où voilà, dans le choix de ce qu'on va manger, à la fois dans les produits, dans l'organisation des repas, dans voilà, la formule entrée, plat, dessert, ou même les recettes qu'on fait. C'est notre culture, c'est notre sens au monde qui va s'exprimer, qui va se montrer, et qui fait que ça donne du sens à notre existence, hein. Ne serait-ce que par exemple le fait d'acheter une agriculture avec des produits qui correspondent à l'agriculture qu'on a envie de voir, et ben ça aussi, ça fait partie de cette fonction culturelle de l'alimentation. Et donc, imposer à quelqu'un ce qu'il doit manger, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Bénédicte Ponzy, qui est anthropologue, a fait sa thèse auprès des Restos du Cœur pendant 5 ans, et définit la notion de violence alimentaire pour exprimer tout ce qui se met en place aujourd'hui quand on est en absence du droit à l'alimentation, du fait de pouvoir choisir concrètement, en connaissance de cause, son alimentation. Donc c'était un petit peu, voilà, pour finir sur les enjeux de pourquoi, parce qu'on peut répondre aussi, c'est un peu compliqué d'envisager une sécurité sociale de l'alimentation, mais c'est un processus qui arrive après que de nombreuses autres solutions, entre guillemets, plus simples pour transformer l'agriculture ou l'alimentation aient été écartées, avec un petit peu toutes ces raisons. Je ne sais pas si, Anne, tu veux rajouter quelque chose sur le contexte agricole? On y vient juste après, le contexte Déjà, agricole. ouais. Prends la parole maintenant ou pas? Bon, je peux déjà refaire, si vous voulez, un petit point du coup sur tous ces enjeux. Merci beaucoup de les avoir expliqués. On voit qu'ils sont nombreux et qu'il y a des enjeux à la fois pour les agriculteurs, pour pouvoir leur assurer une sécurité, les sortir de la précarité, et pour les agriculteurs et tous ceux qui travaillent dans l'alimentation, avec cette idée de salaire à vie. Et puis on voit qu'il y a des enjeux qui concernent en fait aussi tous ceux qui s'alimentent, pour qu'on puisse reprendre le pouvoir en fait sur notre alimentation et accéder justement à une alimentation de qualité pour tous. Mais effectivement, il y a tout un enjeu qui est aussi de favoriser l'agriculture paysanne. Et du coup, je te laisse répondre à la question en quoi la sécurité sociale de l'alimentation peut-elle permettre de favoriser une agriculture paysanne. Je te laisse la parole, Anne. Oui, merci. Oui, alors vous avez tous parlé de l'agriculture, c'est bien, c'est le pendant de l'alimentation. Moi, je trouve que ce qui est très parlant dans le projet de la sécurité sociale d'alimentation, c'est que
on a l'habitude de dire le slogan un peu pour dire que l'agriculture fait quelque chose pour les circuits courts, la vente directe, pour manger mieux, plus sain, tout ça. C'est souvent de dire de la fourche à la fourchette. Et donc ça, c'est un peu ce qu'a développé Mathieu en disant le bio, les circuits courts, voilà, tout ça. Mais moi, je trouve que ce qui est bien dans l'approche de la sécurité sociale alimentaire, c'est que c'est l'inverse. C'est pas de la fourche à la fourchette, c'est de la fourchette à la fourche. C'est-à-dire que on inverse, on met en lumière en permettant aux gens de bien manger, on met en lumière qu'on permet aussi aux agriculteurs de bien produire. Voilà. Donc, l'agriculture paysanne, on l'oppose évidemment souvent à l'agriculture industrielle. Donc, Bernard nous a expliqué, hein, on est coincé depuis l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. On nous a progressivement coincés entre les filières d'amont, donc c'est l'agrobusiness, hein, donc les engins agricoles, les semences, où là c'est encore plus grave parce qu'on privatise les semences, donc ça c'est quand même très alarmant. Les engrais, les pesticides, bon Mathieu en a parlé aussi. On nous coince donc entre l'agrobusiness, l'agroalimentaire, donc les transformateurs, la grande distribution. Bon, on peut rajouter un petit coup avec les banques aussi. Donc on est objectif d'autosuffisance alimentaire, parce que c'était ça à la suite de l'après-guerre, qu'après on s'est retrouvé dans une surproduction. Donc la surproduction n'a pas été gênante pour beaucoup de monde, elle l'a surtout été pour les agriculteurs, puisque à ce moment-là, lui, il s'est retrouvé un peu coincé entre l'amont et l'aval, et donc il a été effectivement la variable d'ajustement. Et donc, pour raccrocher aussi avec ce qu'a dit Anne-Sophie, même si on considère qu'on gagne correctement sa vie, ce qui peut être mon cas dans ma structure, quand je réfléchis à l'heure de travail effectuée, mais on calcule même pas, c'est-à-dire qu'on est bien inférieur au SMIC. Donc, ça veut dire que ça aussi, ça fait partie du système. C'est-à-dire qu'on a continué, après la guerre, à laisser quand même l'agriculture familiale, parce qu'on savait que dans une même famille, les gens travaillaient, parce que finalement, il y a très peu de distance entre… moi, je traverse la cour, je suis sur la ferme, quoi. Donc, on est… le professionnel et le privé est complètement… on compte pas ses heures, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, bon, après… Bon, certains sont trouvés en difficulté parce qu'évidemment, il y a de l'endettement. On nous a maintenus quand même avec la politique agricole commune qui sont censés remplacer un revenu. Et ça ne suffit pas parce que même avec ça, sans compter ceux qui sont exclus de la politique agricole commune, parce qu'il y a quand même une partie des paysans qui en sont exclus, mais même ceux qui n'en sont pas exclus, ils sont dans une telle spirale que même ça ne suffit pas, et que on voit là, on est en train de rediscuter la nouvelle politique agricole commune, et on voit malgré tout qu'il y a toujours des aides à l'investissement, donc ça veut dire qu'il faut toujours s'endetter pour avoir des aides. Maintenant, il y a des aides qui sont encore plus choquantes, c'est qu'on nous donne des aides pour produire de l'énergie, donc ça veut dire que c'est la méthanisation, c'est les agrocarburants, on nous donne des aides, ça veut dire qu'on substitue, c'est-à-dire qu'on va cultiver pour alimenter des méthaniseurs ou des voitures pour alimentation. Donc, et en plus, on fait miroiter à l'agriculteur qui va gagner mieux sa vie parce que c'est une diversification. Et c'est complètement faux parce qu'on va se retrouver à nouveau comme une variable d'ajustement à bout d'un moment donné. Donc, je veux dire, à un moment donné, je pense que la sécurité sociale alimentaire, elle amène une vraie solution politique. Parce que là, on est toujours dans des solutions techniques.
mais on n'attaque jamais le fond du problème, qui est le fonctionnement politique. Donc, et en plus, je pense que ça nous divise. Bon, ben, vous savez qu'il y a d'autres syndicats agricoles. Il y en a un qui est quand même particulièrement dominant dans les décisions. Et donc, on nous oppose à eux. C'est-à-dire que les paysans, pour eux, ça fait partie du passé. On est des chefs d'entreprise. Bon, c'est pas nous qui faisons nos factures, mais on est quand même des chefs d'entreprise. On est des exploitants agricoles, encore un terme un peu plus délicat à prononcer. Les paysans, c'est fini, c'est le passé. C'est non, ben non, non, non. Cette force-là de ces syndicats qui continuent à développer, enfin à défendre cette politique-là, il faut vraiment qu'on fasse pression. Enfin, c'est ce qu'on fait avec la Confédération paysanne. On espère le faire avec la société civile, et ça va parce que le défi est important et on a besoin de toutes les forces. Donc, en gros, je vais quand même redéfinir quels sont les principes de l'agriculture paysanne. Je vais les énumérer en lisant parce que je ne les connais pas par cœur. Le premier, c'est répartir les volumes de production afin de permettre au plus grand nombre d'accéder au métier et d'en vivre. Être solidaire des paysans des autres régions d'Europe et du monde, parce que là on parle au niveau de la France, mais tout ce qu'on fait impacte sur les autres régions du monde aussi. Respecter la nature, valoriser les ressources abondantes et économiser les ressources rares. Rechercher la transparence dans les actes d'achat, de production, de transformation et de vente des produits agricoles. Assurer la bonne qualité gustative et sanitaire des produits, viser le maximum d'autonomie dans le fonctionnement des fermes, rechercher les partenariats avec d'autres acteurs du monde rural, maintenir la diversité des populations animales élevées et des variétés végétales cultivées. Donc, c'est déjà un vaste programme, là. Donc, moi, je trouve que la sécurité sociale alimentaire, elle vient vraiment... elle nous oblige à réfléchir à produire autrement et à pouvoir valoriser. Donc, ça nous amènerait pour nous un revenu équitable. Donc, quand j'appelle équitable, c'est effectivement avoir un revenu qui est bien en dessous du SMIC rapporté à l'heure. C'est pas équitable. Hein, c'est pas équitable. Et plus sécurisé aussi. Je ne sais pas, c'est Anne-Sophie, je crois, qui a parlé, ou Bernard, des aléas. Je pense qu'effectivement, on a les aléas économiques, géopolitiques, climatiques. Je veux dire, au bout d'un moment, on va décourager le monde agricole. Un enjeu majeur auquel on va devoir faire face, c'est le renouvellement des agriculteurs, puisque donc dans les 10 années qui viennent, on va faire partie, enfin moi je vais faire partie des 60% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et donc ils vont être remplacés par qui? Je pense que les nouveaux paysans nous bousculent aussi par rapport à ce renouvellement. Donc, on parlait du statut paysan. Enfin, je sais qu'Anne-Sophie, c'est aussi quelque chose auquel elle tient beaucoup, puisque maintenant, notre génération, on était plutôt dans on travaille sans compter et puis on capitalise un peu. Et puis la protection sociale, ben, bon, si on cotise pas trop, ben, c'est pas trop grave. Je pense que une partie des nouveaux paysans, eux, c'est pas, ils ne souhaitent pas capitaliser et parfois ils n'en ont pas les moyens non plus. Ils veulent un revenu, surtout s'ils ont exercé un autre métier avant, ben, ils veulent aussi avoir un métier où ils ont une assurance de revenus. Et puis, ils seront vigilants pour avoir une bonne protection sociale aussi. Donc, ça, c'est aussi un enjeu majeur, puisque pour l'instant, on est 420 000 rigolade qu'il y a eu au fil des années, ça c'est le passé. Pour l'instant, on est 420 000. On a donc 60% qui vont partir dans les 10 ans. Et le projet de la Conf,
qui peut être vraiment une conséquence de si la sécurité sociale alimentaire est mise en place, c'est 1 million de paysans dans 10 ans. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et donc, je me souviens que quand Mathieu était venu nous présenter sa conférence gesticulée, à la fin, je lui avais dit, mais tu penses que, enfin, je lui avais demandé, j'ai dit, tu penses que moi, je verrai le résultat de ça, parce que je trouvais ça un projet quand même extraordinaire. Je pense que dans 10 ans, ce sera bon. Bon, je pense que la crise du coronavirus a fait beaucoup parler de la sécurité sociale alimentaire. Donc peut-être qu'on ira un petit peu plus vite, je l'espère. À la fois 10 ans, c'est loin et c'est pas loin. Hein, allez, ça paraît proche, mais c'est quand même, pour moi, le renouvellement des agriculteurs, c'est quand même un sujet qui est urgent, qui est vraiment urgent. Et donc, je pense qu'il y a aussi le foncier, qui est aussi un sujet à se réapproprier, parce que le foncier, c'est un frein souvent à l'installation. Le foncier était quand même, le foncier et les immobilisations en général étaient quand même un moyen pour un agriculteur d'arrondir sa retraite. Maintenant, la difficulté, ce n'est plus ça, parce qu'en face, bon, si on a du foncier, il faut que quelqu'un nous l'achète ou nous le loue, et si les nouveaux paysans n'y arrivent pas, eh ben, ce complément de retraite, on ne l'aura pas. Donc, il faut qu'on ait d'installer les agriculteurs maintenant. Et le statut paysan, moi, jusqu'à pas longtemps, je disais, ben oui, les agriculteurs sont indépendants et voilà, voilà, ils travaillent et puis s'ils gagnent assez, ben, peu importe le temps qu'ils y passent. Je pense que non, on doit trouver un nouveau statut aux paysans et on doit trouver aussi, à mon avis, des autres formes sociétaires, parce que le monde agricole sont propres, mais qui sont assez rigides. Et donc, juridiquement, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire quand on est en agricole. Et je pense qu'il faudrait s'inspirer d'autres domaines qui ont déjà des autres formes de société pour qu'on rende les sociétés plus souples. Parce que le problème, c'est que les exploitations peuvent être prises par un collectif de nouveaux paysans. Par contre, ces nouveaux paysans, il faut qu'à un moment donné, ils ne soient pas emprisonnés dans la forme sociétaire. Et il ne faut pas non plus que s'ils souhaitent à un moment en partir, ils déstabilisent toute la structure mise en place. Donc tout ça, c'est des points, je ne m'imaginais pas que ça peut susciter d'énormes changements. Donc, sans compter, évidemment, on en a parlé, la transition, mais ça, on en entend parler tous les jours, de la transition agroécologique, qui me paraît être une évidence et dont on n'en prend pas toujours le chemin quand on regarde. On continue d'arracher des haies, qui continue d'appauvrir les sols. Bon, voilà, c'est de mettre des pesticides. Il y a du boulot, il y a du boulot. Voilà, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Bon, il y a le maillage territorial aussi quand même, qui me semble aussi une donnée très importante. Il est quand même à rééquilibrer. Il y a quand même des zones qui sont vraiment des déserts agricoles à proximité de villes importantes. Et donc, il y a aussi des petits villages qu'on traverse si on se voyage en France. Il y a des villages qui sont complètement morts parce qu'autour, il n'y a que de l'agriculture industrielle. Donc, tout ça, c'est aussi notre environnement, notre lieu de vie, notre habitat. Et si on ne prend pas soin de notre habitat, on ne prendra pas soin de notre santé non plus. Voilà, il y avait ça, le maillage territorial. Oui, je crois, je ne sais pas si
alors, c'est vrai, je vais terminer là-dessus. La Confédération paysanne est souvent mise en avant quand on défend les petites fermes. Alors, je voudrais dire aussi que à la Confédération paysanne, effectivement, on est le seul syndicat qui défend les petites fermes, qui sont quand même une richesse pour notre c'est la seule qui défend les petites fermes. Mais ces adhérents, ce ne sont pas que des petites fermes. On a très peu de très grandes fermes, voire pas du tout. On a beaucoup de fermes moyennes. Donc les fermes moyennes, c'est ce qui faisait vivre aussi les agriculteurs il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc ces fermes moyennes sont dans des filières longues et n'ont pas forcément envie d'en sortir. Tout le monde n'a pas envie de faire de la transfo, de la vente directe. Donc, il ne faut pas oublier ces adhérents-là qui sont dans ces fermes moyennes et qui donc souhaitent travailler avec des transformateurs, des distributeurs. Et c'est là que je dirais que la question que je me poserais, c'est le conventionnement. Comment va-t-il être fait quand ce sera pour les agriculteurs qui travaillent avec les filières longues. Et donc, c'est ce que disait Mathieu, les conventionnés pourront être dans la distribution, dans la transformation. Et donc, c'est là où il faudra être très vigilant, parce que là, on ne sera pas loin des forces capitalistes dans ce domaine-là. Et c'est les conventionnés qui nous permettront d'avoir une agriculture paysanne et qui rétribue correctement ses travailleurs. Voilà, je pense avoir dit ce que je voulais dire. Merci beaucoup Anne pour ton intervention très complète et super riche. On comprend qu'il y a tout le statut des agriculteurs qui se joue derrière ça. Et je crois que Anne-Sophie, tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet aussi. Oui, oui, moi j'ai des craintes sur ce qu'on pourrait construire. Il ne faut pas que ça soit juste donner un statut de producteur aux petits paysans qui sont déjà en place. Et aussi par rapport à des réactions que j'ai pu obtenir lorsque je parle autour de moi de la sécurité sociale de l'alimentation, il y a de fortes craintes par rapport à une étatisation en fait. Les personnes qui travaillent dans l'agriculture, enfin les paysans, les agriculteurs, souvent me disent mais non, il ne faut pas que ça dépende de l'État. Enfin, voilà, ils ont très très peur de ça. Et puis aussi, ils tiennent à leur statut d'indépendant. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'idée de chiffres, mais je pense que le statut d'indépendant, c'est quelque chose auquel ils tiennent, les paysans. Et donc, le statut d'indépendant, le problème, c'est que en fait, les paysans, ils sont pas indépendants là dans l'agriculture telle qu'elle fonctionne, pardon. Ils sont endettés, ils ont des subventions d'APAC, enfin, c'est pas eux qui font les prix, c'est pas eux qui décident à qui ils vont vendre, c'est la loi du marché. Donc, ça, c'est une vraie illusion. Bon, après, ils peuvent être propriétaires de leurs terres ou d'une partie de leur terre, c'est vrai. Mais du coup, il y a un verrouillage aussi sur ça. On transmet d'abord à ses enfants, on choisit, on fait tout ce qu'on peut pour choisir ceux à qui on va céder les terres. Les fermes, elles sont d'une taille démesurée, enfin, ça dépend, il y a de toutes tailles, mais je pense que la plupart de la surface agricole, ce sont des grosses fermes, ce qui fait que il y a de nombreux hectares qui sont gérés voilà, il y a un bonhomme à la tête d'une grosse exploitation. Enfin, il y a un gros verrouillage là sur le foncier, ça bloque les installations d'agriculteurs, de paysans qui veulent faire de la polyculture élevage. Donc oui, pour te rejoindre, Anne, il faudrait qu'on réfléchisse
à quelque chose au niveau du foncier. Et pourquoi pas limiter un nombre d'hectares, je ne sais pas, c'est une idée comme ça. On pourrait dire, la limite d'une ferme, c'est telle taille, et on pourrait attaquer la propriété comme ça, en réduisant déjà le nombre d'hectares auxquels on a le droit, pour lesquels on a le droit d'être propriétaire. Je crois qu'un retraité agricole, il a le droit de conserver un petit nombre d'hectares pour sa consommation personnelle, pour faire l'usage qu'il en veut. On pourrait très bien attaquer la propriété comme ça, de manière progressive. Voilà. Et alors le statut d'indépendant, ouais, je reviens sur le salaire à vie, sur ce qu'on a fait dans la santé. Alors, je voudrais aussi parler de la cotisation sociale. Les agriculteurs cotisent à la MSA. Ils ne sont pas dans le régime général de la Sécu. Et le fait d'être à part, déjà, en fait, c'est être plus faible. Parce que le régime général de la Sécu, il récupère les cotisations au niveau national de tous les secteurs d'activité. On redistribue à la même échelle. Et là, on est sur quelque chose qui est à part. Donc, il faudrait que les agriculteurs, la filière alimentation, tout le monde soit dans le même régime. Et voilà, on est juste dans l'alimentation sur une branche du régime général de la sécurité sociale. Et ça a été une des grosses manœuvres du capital d'attaquer la cotisation sociale ainsi, la sécurité sociale, pardon. Ça a été enfin, il faudrait que Bernard en parle, il saura mieux le dire, je crois, de fragiliser les branches parce qu'il fallait que chacune ait des comptes à l'équilibre au lieu d'avoir des échanges interbranches qui permettaient d'équilibrer les choses et qui lui donnaient toute sa force. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? J'avais pris une petite note. Voilà. Et peut-être aussi, il faudrait voir pour améliorer les retraites du même coup. Puisque, comme tu disais, Anne, les retraités, ils ont besoin d'un revenu avec la propriété foncière parce qu'ils ont des petites retraites, évidemment, du fait qu'ils sont fragiles dans ce système. Voilà, je suis un peu intimidée, donc je suis désolée, je cafouille un peu. Je vous laisse la parole, peut-être Bernard, si tu veux compléter. Ou si on se fie au déroulé. Voilà. Bernard, est-ce que tu veux compléter ce qu'a dit Anne-Sophie? C'est très bien ton intervention, Anne-Sophie. Non, j'interviendrai comme c'est prévu dans la suite des opérations, sinon on va excéder le temps imparti à notre séance. Donc, je suis très heureux d'entendre ce qu'ont dit Anne et Anne-Sophie sur tout ce qui est le statut paysan. C'est vraiment décisif, ça, bien sûr. Oui. Ah oui, est-ce que je pourrais juste rajouter si j'ai la parole. Donc oui, le statut d'indépendant des agriculteurs, c'est fort bien, mais c'est oublier tous les ouvriers à nouveau, hein, qui eux sont complètement précaires, complètement exploités, esclavagisés presque dans certaines exploitations. Donc, enfin voilà, c'est obtenir une égalité, quoi, parce que bon, on parle tout le temps des petits paysans, c'est eux qui sont en avant sur la scène médiatique. Mais il y a une hypocrisie là-dedans, parce que le travail agricole, il se fait, surtout dans le maraîchage en tout cas, avec une main-d'œuvre qui, elle, n'est pas du tout reconnue. Voilà. Il leur faut un statut du producteur et que les paysans aient un statut de paysan. D'accord, mais il le faudrait aussi pour les gens qui actuellement sont ouvriers. Enfin, ils auraient peut-être un niveau de qualification 1 et puis celui qui a plus de savoir-faire et d'expérience, un niveau de qualification 2, enfin, comme la grille des salaires dans la fonction publique, quoi. On peut progresser en échelon, en compétences et en expérience et démarrer avec un
je sais pas, 1 500, 1 700 € progresser. Enfin, je sais pas, là, les salaires, ce sera, c'est à titre indicatif pour l'instant, là, mais voilà, c'est vraiment pour mener à l'égalité et il faut vraiment voir à quel point c'est injuste actuellement pour toutes les petites mains, pour les travailleurs sans papier qui sont exploités, les femmes qui ne peuvent pas rivaliser. Moi, personnellement, au bout de 25 heures, j'en pouvais plus. Je ne pouvais pas faire plus que 25 heures physiquement, ce n'était pas possible par semaine. Donc, il faudrait qu'il y ait quelque chose, une protection pour tous, quitte à sacrifier le statut voilà, de petits patrons, de petits indépendants. Et voilà. Voilà, c'était ça que j'avais oublié. Merci Voilà. beaucoup pour ces interventions à vous. On voit, ouais, par vos interventions, on voit vraiment qu'il y a quand même cette idée du statut des agriculteurs et de tous les travailleurs de l'agriculture qui se joue avec cette idée d'avoir droit à un revenu équitable, à un salaire à vie, et que c'est ça en fait qui permettrait finalement d'accéder à une agriculture paysanne telle que tu nous l'as redéfinie, Anne. Voilà, et que en plus de ça, il y a l'importance de sortir de la dépendance de tous les aléas environnementaux, de la dépendance aux lois du marché actuel, de la dépendance au foncier, et que en fait ça donnerait un statut beaucoup plus, oui, beaucoup plus juste quoi à tous ces travailleurs-là. Et donc pour la prochaine partie de la table ronde, on va commencer à répondre à certaines questions. On a déjà eu des questions en commentaire du live, on est content. Et donc une de ces questions, enfin plusieurs questions, reviennent sur le financement de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc comment serait financé ce système de sécurité sociale de l'alimentation? Je te laisse la parole, Mathieu, déjà pour expliquer les différentes pistes de travail sur ce financement. Oui, merci. Je pensais intervenir dans la partie d'avant sur les questions des enjeux agricoles aussi, et c'est vrai qu'au final on a sauté ça, mais peut-être que je reviendrai à la fin en ouverture. Sur les questions de financement, donc il y a, comme je disais, donc à ISF Agrista, on a commencé à travailler dessus, et puis on est allé solliciter un petit peu Réseau Salariat et Bernard aussi pour voir. Et puis donc depuis 2019 qu'on a publié pour la première fois un peu les bases du projet, on travaille dessus, différentes organisations et en collectif. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des organisations qui travaillent dans le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation sont d'accord sur le fait qu'on veut un financement par une cotisation sur la valeur ajoutée produite par l'économie dans le pays. Je laisserai Bernard détailler, je pense, le mécanisme de la cotisation et des caisses et ainsi de suite. Et donc, l'idée de dire que ça doit être voilà, une cotisation sur la valeur ajoutée qui se transforme en salaire socialisé et en augmentation de salaire socialisé pour tout le monde. Ensuite, il y a différentes pistes. L'idée, en tout cas, ce qui va différencier ces pistes, c'est quel niveau de rapport avec le capital on pourra avoir au moment où on pourrait mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation. On essaye de voir s'il est possible de le financer sans forcément avoir un rapport de force fort avec le capital pour tout de même répondre aux autres enjeux. Bernard tout disait en introduction, voilà, ça va forcément avec une augmentation de salaire. C'est la vision de plus de réseau salariat. Toutes les organisations dans le collectif ne sont pas d'accord sur ce point-là. On est d'accord sur le fait que ce soit une augmentation de salaire socialisée pour tout le monde, c'est sûr. Mais nous, par exemple, à ISF Agresta, on estime que tous les salaires n'ont pas à être augmentés et qu'il y a une partie des gens qui ont des revenus qui sont trop importants aujourd'hui. Et du coup, voilà, on part sur un financement que je vais laisser Bernard décrire, de cotisation sur la valeur ajoutée, avec après des petites variantes, de dire est-ce qu'on peut être vraiment sur du plus pour tout le monde, ou est-ce qu'on va y mettre aussi une partie de la poche de tout le monde dans l'idée de la sécu de base, de chacun selon ses besoins, ses moyens, à chacun selon ses besoins. Je te laisse, Bernard. Merci Mathieu.
D'abord, et tu insistais aussi à un moment sur le côté nécessairement macro de cette affaire. On ne peut pas additionner de la marge si on veut sortir de l'agrobusiness euh, et de la marge avec des gens comme Anne le rappelait, qui travaillent en dessous du SMIC, et Anne-Sophie montrait aussi le côté parfois esclavagiste des travailleurs saisonniers. Et donc, il faut, pour sortir de l'agrobusiness, qui est quand même notre ambition à tous, pour sortir de l'agrobusiness, il faut un projet macro. Donc, c'est pour cela qu'on parle d'une centaine de milliards d'euros, c'est-à-dire quelque chose qui concerne la moitié ou le tiers du budget de l'alimentation. Parce qu'il s'agit de mettre en difficulté l'agrobusiness, de mettre en difficulté en soutenant par une institution macroéconomique les alternatives. Et cette centaine de milliards d'euros, 80 milliards, 120 milliards, enfin, ça représente à peu près 8% de la valeur ajoutée. Donc une cotisation sur la valeur ajoutée, prenons une entreprise qui fait, je sais pas quoi, moi, 1 million d'euros de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, hein, c'est le chiffre d'affaires moins tous les intrants. Hein. C'est ce qui correspond à ce qu'a produit le travail, disons, au cours de l'année. Eh bien, elle va avoir une cotisation de 80 000 euros. Qui va s'ajouter aux cotisations et aux salaires qu'elle verse aux travailleurs. Toutes les entreprises ne peuvent pas opérer une telle hausse qui s'impose par ailleurs. La hausse des salaires, alors une hausse des salaires qui doit d'abord concerner les bas salaires, je crois que Mathieu le rappelait à juste titre, c'est quand même d'abord les bas salaires qui doivent être augmentés. Le confinement a montré le côté absolument scandaleux des salaires de toutes les premières de corvée, hein, comme on l'a dit très justement, en se moquant des premiers de cordée, dont l'absence ne nous a pas du tout coûté. Hein. Que les premiers cordées ne fassent rien, ça ne gêne personne. Que les premières de corvée ne fassent rien, ça s'emmerde de tout le monde. Et donc, or, c'est les plus mal payés. Donc, il s'agit effectivement d'augmenter d'abord les bas salaires. Cette augmentation, mais elle est massive. Hein. Nous sommes, encore une fois, dans l'ordre de 8% de la valeur ajoutée qu'il faut affecter à cette sécurité sociale de l'alimentation. Alors, pour partie, ça pourrait être sans augmenter le salaire, parce qu'une partie, ça pourrait être la transformation des hauts salaires, d'une partie des hauts salaires en cotisation, hein, plutôt que de leur verser 500 euros sur les 4 000 euros qu'ils touchent, on leur verserait que 3 500 euros et 500 euros en cotisation à la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est effectivement qu'on socialise une part très importante de la valeur ajoutée pour mettre en difficulté tout l'agrobusiness. Si vous ôtez ne serait-ce que le tiers de leur marché à la grande distribution, là, vous la mettez en très grande difficulté. Du coup, les salariés de cette grande distribution vont se dire, mais qui vont être menacés de perdre leur emploi, vont se dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on devienne conventionnable? Parce que nous n'allons pas conventionner Lidl, nous n'allons pas conventionner Carrefour, nous n'allons pas conventionner la grande distribution. Sinon, ce serait fournir un marché à des groupes capitalistes, ce que nous ne voulons pas faire. Donc, ces travailleurs de Carrefour et autres vont se dire, mais attends, pour être conventionnable, il faut que nous devenions les propriétaires de notre entreprise. Alors, peut-être que ça va les pousser à se battre pour devenir propriétaires de leur entreprise. C'est ça, comment générer une dynamique d'une production alternative. Donc, un dispositif macroéconomique important qui représente à peu près 8% de la valeur ajoutée, interprofessionnelle, ce n'est pas uniquement la filière agricole qui s'alimenterait entre elles dans une cotisation, sinon c'est pas il s'agit que ce soit interprofessionnel, bien sûr, que toutes les branches participent au financement pour des caisses qui sont gérées, encore une fois, par les intéressés,
Et les entreprises ne pourront pas toutes assumer 8% de valeur ajoutée supplémentaire. Donc là, il va falloir faire une grande bataille politique sur le fait que les entreprises ne versent pas de dividendes aux actionnaires, que les entreprises ne remboursent pas leurs dettes d'investissement. Nous avons à trouver une autre façon de financer l'investissement que l'appel au marché des capitaux. Nous l'avons fait très bien lorsque nous avons créé le système de soins dans les années 60. On n'a pas fait appel au marché des capitaux pour financer les hôpitaux. On n'a pas besoin de devenir dépendant de prêteurs qui ne prêtent que ce qu'ils ont piqué ou qu'ils vont nous piquer, l'un ou l'autre. Soit il y a création monétaire et ils vont nous piquer ce qu'ils nous prêtent, soit il y a épargne préalable à partir du profit et ils nous prêtent ce qu'ils nous ont piqué. Donc il y a un moment où il faut arrêter de dire que le roi est nu, proposer un financement qui repose sur le non-remboursement des dettes d'investissement par les entreprises. On parle souvent de la dette publique. Oui, bien sûr qu'elle existe, mais la dette des entreprises privées, mais elle est énorme. Les entreprises privées, les PME, sont sous une dépendance absolue vis-à-vis des prêteurs. Il s'agit de les libérer de cette dépendance et qu'ils affectent à une cotisation de sécurité sociale de l'alimentation ce qu'ils payent aujourd'hui en coût du capital. Le coût du capital, c'est-à-dire ne serait-ce que les intérêts, les dividendes, tout ça, c'est déjà 15% de la valeur ajoutée. 15%. Donc, on prend sur le coût du capital, qui est un coût totalement parasitaire, pour transformer les dettes des entreprises en cotisation à une sécurité sociale de l'alimentation. Et alors, cette cotisation, elle peut être affectée en totalité aux mangeurs, les 150 €, ou elle peut être affectée seulement pour 100 € les 2/3 par exemple. Tout ça, c'est en discussion entre nous, aux mangeurs, pour qu'on dispose par ailleurs, s'il y a 120 milliards de cotisations, 80 milliards vont à chaque personne. Ça représente 100 € par personne et par mois, à peu près, pour 65 millions d'habitants. Et puis 40 milliards vont à l'achat de terre. Aussi bien Anne-Sophie qu'Anne ont beaucoup insisté sur le problème foncier. Il faut absolument sortir la terre de la logique du marché pour pousser des agriculteurs à passer au bio, parce que ça se fait pas en 5 minutes, tout ça, c'est coûteux, il faut plusieurs années, ils vont pas crever de faim pendant qu'ils passent au bio, donc il faut les soutenir pour assurer. Anne-Sophie a insisté très justement et très fortement pour assurer un salaire à la qualification à tous les professionnels de la filière. C'est absolument fondamental. Et on peut être indépendant tout en ayant un salaire à la qualification. C'est-à-dire qu'on vend la carte vitale qui va être abondée de 100 € par personne et par mois. Elle va nous permettre d'aller chez des conventionnels, des conventionnés, pardon, les conventionnels d'agriculture, justement, ils ne seront pas tous conventionnés, loin de là, chez des conventionnés qui vont vendre. Il ne s'agit pas c'est pas la multiplication de la gratuité, bien sûr. Mais au lieu de se payer sur le fruit de leur vente, qui est toujours très aléatoire, extrêmement aléatoire, ils verseront leur valeur ajoutée à la caisse de sécurité de l'alimentation qui les payera à la qualification. On peut très bien être indépendant, tout en ayant un salaire. Ça, c'est très important. Anne-Sophie disait qu'il y avait peur, la peur éventuelle d'une étatisation, de devenir tous fonctionnaires. Il ne s'agit pas du tout d'être tous fonctionnaires. Il s'agit d'avoir tous un salaire à la qualification versé par une caisse, mais une caisse qu'on alimente par notre propre valeur ajoutée, bien sûr, si on est travailleur indépendant. Voilà pour quelques éléments. Je voudrais dire combien l'importance du côté macroéconomique est d'en être, de se battre tout de suite pour une cotisation à 8% de la valeur ajoutée. Anne disait qu'il n'y a que 420 000 exploitants aujourd'hui, dont 60% seront en retraite dans les 10 prochaines années. Or, il faudrait dans les 10 prochaines années
que l'on ait 1 million d'exploitants, au moins, si on veut donner au travail vivant toute la place qu'il doit avoir dans une agriculture alternative. Ça veut dire qu'on trouve 850 000 agriculteurs dans les 10 ans, qu'on les installe sur des terres. Donc, vous voyez que là, il y a vraiment une partie de la cotisation sécurité de l'alimentation doit aller à un énorme effort d'installation. Ça, c'est pour les producteurs, donc d'achat de terre, d'installation, etc. Et puis, évidemment, un effort de soutien à l'investissement, par subvention de l'investissement, de soutien à la production de matériel. Anne insistait sur Massey Ferguson et autres producteurs qui emprisonnent finalement les paysans dans leurs outils non réparables. Il s'agit là de produire des outils. Il y a des ingénieurs qui savent faire des outils agricoles réparables, qui soient vraiment maîtrisables par ceux qui les utilisent sans qu'ils aient en permanence ou en dépendance en permanence du producteur, du vendeur, du Massey Ferguson et autres. Et il y a tout un travail à faire pour, si on veut vraiment, si notre ambition c'est de sortir l'agriculture, l'alimentation de l'agrobusiness, il faut aussi soutenir les distributeurs alternatifs, soutenir la restauration alternative. Il y a une énorme ambition macroéconomique qui suppose un financement de haut niveau. Augmentons les salaires, non pas par une monnaie en banque, mais par une monnaie en nature, transformant une partie des hauts salaires en monnaie en nature, donc une cotisation qui va sur la carte vitale et qui offre enfin un marché solvable important, de l'ordre du tiers, voire la moitié du marché de l'alimentation, aux distributeurs, aux restaurateurs, aux paysans, aux travailleurs, aux salariés agricoles et à tous ceux de la transformation pour les sortir de la marge, disons. Ces alternatives doivent être sorties de la marge par une institution financièrement interprofessionnelle forte. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci Bernard pour tout ce que tu as précisé. Donc pour le financement, si on revient sur ça, le résumé que je pourrais en faire, c'est que ce serait une cotisation donc sur la valeur ajoutée qui se transformait en salaire pour les personnes conventionnées selon certains critères. Et que derrière ce financement, il y a un but qui est aussi de mettre en difficulté l'agrobusiness pour créer une sorte de boucle vertueuse, en fait, pour essayer de les pousser à vouloir aller plus vers une production alternative. Et donc, on voit que derrière tout ça, il y a quand même une reprise du pouvoir sur notre alimentation, à la fois par les personnes qui vont manger, qui vont bénéficier de l'alimentation, et par les professionnels de l'alimentation, que ce soit les agriculteurs, les gens de la distribution ou les gens de la restauration. Bernard, on avait mis un point pour que tu nous expliques en quoi, du coup, tu as déjà commencé à y répondre, en quoi la sécurité sociale de l'alimentation implique plus de démocratie économique. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Bernard, il faut ton micro. Non, parce qu'il est 21h28 et que si on veut qu'il y ait un débat, je crois qu'il faut maintenant que nous nous taisions. D'accord, pas de problème. Alors du coup, je vais reprendre les questions. On a eu pas mal de questions pendant tout ça. Alors, je les reprends sous les yeux. On a eu une première question de la part de Caroline qui nous demandait « Bonjour, comment conjuguer le conventionnement des producteurs par les caisses et l'aide à la transition aux pratiques agroécologiques en cours des producteurs? Quels critères? Comment sont-ils définis? Par qui? Seront-ils évolutifs ?» Je vous laisse répondre. Je veux bien y aller. On ne s'est pas dit comment on se répartissait la parole sur les questions, donc
j'y vais et puis on verra après. Sur cette question de conventionnement et de, en fait, lien avec les pratiques de transition et lien avec la PAC. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est un peu ce qu'a peut-être pas dit la partie que devait faire Bernard, d'organiser, une démocratie économique et de dire que ce sera, un travail des citoyens dans les caisses de conventionnement de décider de quel producteur, au sens large, hein, pas que paysan, mais l'ensemble de la chaîne alimentaire, pourra, effectivement réaliser cette, enfin cette production qui sera conventionnée et donc il s'agit, bah, de 2 choses, à la fois de décider des critères de conventionnement pour décider de qui aura accès à ça, qui on va conventionner, mais aussi, bien sûr, décider des critères de conventionnement pour dire vers où aller à ceux qui veulent être conventionnés et l'idée c'est que, bah, si demain, dans ces caisses de conventionnement, tout le monde veut, une alimentation qui soit, a avec, une absence, de résidus de pesticides sur l'ensemble de la production, par exemple. On n'a pas la production nécessaire aujourd'hui. Par contre, ça prend très peu de temps, de conventionner ce qui existe déjà et puis des producteurs sur une logique de transition et donc c'est un accompagnement de en fait, un des gros freins, hein, la politique, du ministère de l'agriculture sur, ce qu'avait lancé, le gouvernement de Stéphane Le Foll sur la transition agroécologique, son évaluation en 2018. La principale chose qui est remontée de ce travail-là d'évaluation, c'était de dire: le frein à la transition agroécologique, c'est l'absence de vue et de débouchés par les agriculteurs, avec un peu un truc du hors du bio, point de salut. Sur le bio, on voit à peu près ce qui va nous arriver, mais encore non. Enfin, encore les revenus des agriculteurs baissent énormément en bio et les filières tournent pas du tout comme elles le devraient, alors qu'il y a un problème d'offre moins forte que la demande, mais en fait, entre les 2, il y a l'agro-industrie qui va essorer, les marges des paysans, donc même en bio, ça marche pas forcément et surtout entre les 2, il y a rien et en fait, on le sait que si on offre, une transformation de l'agriculture par la demande, en disant: «Bah, là, demain, on vous crée le marché, on dit qu'on veut ces produits-là», il va y avoir un boost énorme pour la transition agroécologique et après, l'idée donc Bernard a présenté dans le fonctionnement ce que va défendre, une version, on dirait un peu poussée, ultime de la sécurité sociale de l'alimentation, mais on peut aussi aller moins loin et conventionner des producteurs qui veulent rester indépendants sur, les principes du commerce équitable avec des contrats, prix, volume, garantie pluriannuels et avec, bien sûr la prise en compte des aléas de production s'il y en a. On peut tout à fait, envisager avec eux, bah, de prendre en compte dans leur coût de production, le fait qu'ils aient des aides, à côté ou non. C'est-à-dire que la PAC devient, optionnelle. Enfin, si on a la PAC, ben, ça change pas grand-chose, on la déduit des coûts de production. Si on n'a pas la PAC, bah, c'est pas grave, c'est un paysan dont les coûts de production sont plus élevés, on prend en compte et en fait, on est plus dépendant de cette politique-là pour, envisager la transition de l'agriculture dont on a besoin aujourd'hui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, vas-y. Donc, d'un côté, il y a les critères environnementaux et qualitatifs de ce que l'on va produire. Et bon, moi, je reviens avec mon petit drapeau rouge sur le travail. La question qui se posera aussi, c'est faut-il conventionner des unités de production qui sont la propriété de leurs salariés, quoi. Je pense qu'on peut faire la version plus rapide où on impose juste des critères environnementaux, mais le risque, c'est d'oublier d'imposer des critères de propriété de l'outil de travail par le travailleur. Il y a par exemple une entreprise, je ne vais peut-être pas citer de marque, mais je sais qu'il y a une entreprise de thé où c'est une coopérative. Les ouvriers ont pris possession de leur outil de travail et bon, bah, ils vont aller vers la qualité de toute manière. Mais si on loupe l'étape d'imposer ça, ces critères de copropriété d'usage de l'outil de travail, bah, j'ai peur qu'on loupe quelque chose d'important, quoi. Parce qu'en plus, ça permettra ensuite de faire de la qualité, mais peut-être même à plus grande échelle, justement. Voilà.
Enfin, voilà, la sécurité sociale dans la santé, ça a été vraiment une révolution sociale. Donc, il faudrait faire la même chose aussi au niveau agricole. Bon, voilà ce que j'avais à rajouter. Après, c'est un rapport de force. Hein, ce sera la démocratie qui décidera de qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on impose. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. On a aussi pas mal de questions sur la mise en place concrète de cette sécurité sociale d'alimentation. On a, alors son nom Facebook, c'est Tati Popo qui nous dit l'idée est géniale, par où commençons? Quelles sont les différentes étapes opérationnelles pour la mise en place de ce système? Cela a peut-être été évoqué en début de table ronde. Ok. On a dans le même genre de questions qui rejoint ça, une question de géologue qui nous dit très concrètement, pouvez-vous expliquer le fonctionnement? Par exemple, si je veux acheter ma nourriture pour la semaine, comment je fais? Je veux une certaine qualité, comment je peux choisir? Je suis agriculteur, comment je peux fonctionner pour protéger mes sols et produire de la qualité tout en gagnant ma vie sans stress et avec la même joie. Donc voilà, très concrètement, on se pose des questions. Et on a Soumia qui nous demande est-ce que certains territoires ont déjà expérimenté, par exemple. Je vous laisse répondre à tout ça sur des pistes concrètes. Je veux bien attaquer ou Bernard, tu veux y aller? Non, je voulais simplement dire qu'on a un déjà là, hein, encore une fois. Hein. Nous avons une carte vitale pour la production de soins. Eh bien, il y a une série de producteurs de soins auxquels nous pouvons nous adresser. Il y a un libre choix. Alors, il y a des déserts de soignants, hélas. Tout n'est pas tout, tout n'est pas rose dans tout cela, hein, évidemment. Mais la question du libre choix, hein, donc j'ai 100 € sur ma carte, parfois je choisis le producteur conventionné ou le restaurateur conventionné ou le distributeur conventionné pour aller au restaurant, acheter des biens bruts ou acheter des biens transformés directement chez le producteur ou chez un distributeur. Hein. Nous avons déjà un exemple massif, encore une fois, qui concerne 10% du PIB, d'un dispositif qui est solvabilisé hein, à l'échelle nationale et qui laisse le libre choix aux consommateurs. Sur la réponse à la question de quelle est la prochaine étape un petit peu et concrètement qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc nous, c'est sûr que ce qui nous importe là, c'est de continuer à finir d'élaborer le projet et après pas du tout de le porter auprès des personnes qui sont au pouvoir actuellement, mais par contre de faire des temps comme celui-ci et puis une autre façon de poser le débat sur la table, hein, parce qu'il y a des questions qui ont été posées et en 1 heure et demie, on ne répond pas à tout, loin de là. C'est un processus qui va être long et qu'on initie. De proposer à des initiatives locales qui s'en emparent, donc non pas d'expérimenter, comme ça a été demandé si les territoires locaux faisaient ça, mais par contre, d'avancer et de petit à petit s'en inspirer et essayer en tout cas de voir ce que ça donne sur les 4 grands piliers qu'on donnait. Hein, donc, Bernard a rappelé la nécessité de politique macroéconomique et je réinsiste encore hein, sur le fait que le local ne peut pas du tout gérer, loin de là. Les travaux de thèse de Lola Guillot montrent en quoi, par exemple, les projets alimentaires territoriaux renforcent les inégalités entre les territoires sur les questions agricoles et alimentaires, et c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas viser. Donc le local n'est pas du tout une finalité en soi, loin de là. Par contre, d'avoir des initiatives qui se revendiquent d'une sécurité sociale de l'alimentation, qui essayent d'avancer, de faire des pas vers un système de ce type-là, en expérimentant à la fois le fait de coupler ces questions de droit à l'alimentation et de transformation de l'agriculture et de l'ensemble du système de production, à la fois le fait de mettre en place un mécanisme extrêmement démocratique à l'intérieur, et puis, on n'a pas trop insisté là-dessus ce soir, le fait d'être universel, hein, de surtout pas faire de la modernisation de l'aide alimentaire en apportant un système uniquement pour les personnes qui ont vraiment besoin de manger, mais en travaillant
à quelque chose qui peut être accessible à tous, quand bien même certains y contribuent plus que d'autres localement, sous forme d'une mutuelle ou des choses comme ça. Voilà, on est en train de travailler sur tout ce qui peut se faire au niveau local pour s'en revendiquer et faire avancer, le projet et son imbrication dans l'ensemble de la société. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire sur, notre adresse de contact, soit contact sécurité sociale de l'alimentation, soit, sécurité-sociale-alimentation @riseup.net. Et puis après, on est aussi présent donc sur Facebook ou sur Twitter derrière le, @socialalim pour, voilà, pour suivre un petit peu les travaux et comment ça évolue. Et on essaye de mettre en place donc un réseau d'initiatives locales sur ces questions, qui échangent et qui voient comment, elles peuvent, innover entre elles. Super, merci pour ces réponses. Et tant qu'on est dans le concret, qu'on parle déjà de l'échelle locale, on a Théo d'Alternativa Environ qui nous demande, avec notre lieu à Alternativa, on a un bar associatif, comment on pourrait expérimenter à notre échelle la sécurité sociale alimentaire. Est-ce que vous pourriez nous aider dans la mise en place? Comment ça pourrait se faire de manière très concrète? Je reprends la parole ou, quelqu'un veut y aller? Moi, ce que je peux dire, c'est que je vois pas. Personnellement, là, pour moi, c'est la limite. Je vois pas trop comment on peut l'expérimenter à l'échelle locale, puisqu'il s'agit de mettre en place une cotisation à l'échelon national. Enfin, si c'est à l'échelle locale, pour moi, franchement, je vois pas trop, quoi. Donc, voilà. Je vous laisse répondre si vous avez, Bernard ou Mathieu, des éléments, parce que là, pour moi, le local, je vois pas comment on peut voir ce que ça pourrait donner, en fait. Mais je vous laisse. Du coup, nous, on a mis du temps à voir aussi. On n'a pas répondu dans un premier temps donc dans un premier temps, c'était pendant 1 an et demi à ce type de sollicitation, et aujourd'hui, on travaille vraiment là-dessus. Et donc comme je disais, hein, il ne s'agit pas d'expérimenter, parce qu'on ne peut pas expérimenter à échelle locale ce mécanisme-là de financement et autres. Mais par contre, il y a des projets autour de monnaie locale qui se mettent en place ou autres, des projets autour, portés par des collectivités territoriales, autour de bons alimentaires distribués, et des projets qui se montent là en ce moment sous forme en tout cas qui se réfléchissent sous forme de mutuelles, donc avec une logique de cotisation différenciée en fonction des revenus pour offrir à tous le même pouvoir d'achat entre guillemets alimentaire, et, financer, voilà, et aller chercher du financement aussi pour pouvoir donc soit auprès des collectivités, soit auprès de l'aide alimentaire directement, soit d'autres formes de financement, inventifs, hein. Il faut rien se cacher quand il s'agit d'expérimenter pour voir comment ça peut fonctionner et marcher. Et par contre après, hein, bien sûr, l'idée c'est que tout le monde, ait la même place dans l'initiative pour, décider des produits, qui seront accessibles. Et surtout là-dessus, voilà, on est vigilant quand c'est des collectivités territoriales qui portent ce type de projet, d'insister pour que ce soit pas la mairie qui décide de ce que les gens doivent manger, mais tout le monde. Et quand bien même c'est des chèques alimentaires, hein, s'opposer quand même concrètement à ce qu'a proposé Macron là, en acceptant de suivre ce que disait la Convention citoyenne pour le climat, pour, ne pas surtout pas stigmatiser, les plus pauvres d'entre nous qui utiliseraient, ces chèques-là pour devoir manger, mais, bien faire un mécanisme accessible à tout le monde. Et quand on n'a pas les sous pour le financer pour tout le monde, et ben, ceux qui ont les moyens de le financer, ils se le financent eux-mêmes. Mais par contre, on est sur un mécanisme qui est accessible à tous et qui fait qu'on devient un peu égaux sur les questions alimentaires dès aujourd'hui. Donc, voilà, dans un bar, on peut innover, aller vers un système de mutuelle entre les personnes qui sont là. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit, et je vous invite à venir y réfléchir avec nous si ça vous intéresse. Super, Je, merci pour je pour ces voudrais réponses. renchérir Oui. sur ce point que vient d'évoquer Mathieu, hein. Il faut absolument pas faire un dispositif pour pauvres, hein. Ça, ce serait catastrophique, hein. On ne cherche pas du tout à faire une aide alimentaire bis, hein. Il s'agit véritablement
de viser dès le départ, hein, comme on l'a fait pour la sécurité sociale. C'est pour ça que c'est une ambition qui peut avoir quelques anticipations locales, mais qui doit être d'abord un bar Alternativa, et c'est aussi un lieu de débat politique, c'est un lieu de discussion où on peut précisément faire avancer la proposition. Ça suppose aussi que dans les entreprises, c'est vraiment un point central ça, hein, dans les entreprises, les équipes syndicales, les travailleurs rendent populaire hein, l'idée que plutôt que de rembourser les coûts du capital, supporter les coûts du capital, l'entreprise devrait affecter une partie de sa valeur ajoutée à une sécurité sociale de l'alimentation. Ça, vraiment, il y a un enjeu qui se joue sur les lieux de travail eux-mêmes, c'est-à-dire sur les lieux où se crée la valeur ajoutée. C'est absolument décisif. Et là, un bar Alternativa peut très bien aussi être un lieu qui offre à des syndicalistes et autres un lieu de débat sur comment rendre populaire dans les entreprises lyonnaises, dans la chimie lyonnaise, etc., à Faisin et ailleurs, le remplacement des, des intérêts payés au capital et des dividendes par une cotisation à une sécurité sociale de l'alimentation. Merci pour cet apport en plus. Comme on approche de la fin de la table ronde, on va prendre encore 2 questions. Désolée, on ne va pas pouvoir poser les questions de tout le monde. Mais il y en a une qui colle un peu avec l'actualité. C'était une question de Morgane. Bonjour, que pensez-vous du chèque alimentaire proposé par la Convention citoyenne pour le climat? Je l'ai déjà dit à demi-mot, mais premièrement, c'est une politique pour les pauvres, extrêmement stigmatisant, et on ne travaille pas la question du droit à l'alimentation comme ça. Et voilà, l'idée, hein, c'est de faire un droit universel accessible pour tout le monde, et accessible à tous, et qu'on soit tous à la même enseigne sur ces questions. Donc ça, c'est... Enfin, et oui, on peut quand même dire que ce serait un mieux hein, si effectivement ça s'attaque à l'aide alimentaire, mais c'est quand même assez triste de voir que ça arrive par ce biais-là et par cette façon-là. Ce serait un mieux aujourd'hui si c'était mis en place peut-être, mais c'est tellement pas assez ambitieux par rapport à l'ensemble des enjeux agricoles et alimentaires que c'est difficile à défendre. Donc non seulement c'est une politique pour les pauvres extrêmement stigmatisante, et en plus de ça, il n'y a aucune réflexion sur la notion de démocratie alimentaire, sur demander aux gens qui en bénéficient ce qu'ils veulent manger effectivement. On leur dit, vous devrez manger des produits qui seront comme ça, et on ne fait pas reporter la responsabilité de la transformation du système agricole sur les politiques agricoles et alimentaires, mais sur la consommation individuelle, et comme quoi ce serait juste le fait que des gens n'aient pas assez d'argent qu'ils ne puissent pas transformer l'agriculture. Non, il y a plein d'autres leviers. Ça a été dit plein de fois, le levier du foncier, de l'installation des paysans, de tout ça. Il faut arrêter de croire que c'est la consommation individuelle qui va permettre de transformer l'agriculture et l'alimentation. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand je disais par la demande, c'est pas par la consommation, mais c'est par des politiques qui vont structurer la demande et derrière orienter l'offre en fonction de ça et sortir de la consommation individuelle pour transformer le système agro-industriel. Merci. J'ai envie de dire que ça rejoint le slogan d'Alternativa qui est changeons le système, pas le climat. Et on n'est pas que sur des choses individuelles. Je vais vous lancer sur une dernière question de Cyril, qui n'était pas vraiment une question, mais peut-être un éclaircissement. Vous imaginez un agriculteur indépendant qui cotiserait 100% ou pas loin de son chiffre d'affaires à une caisse et qui toucherait un salaire fixe dépendant de ses diplômes et de son expérience, peu importe la quantité qu'il vend, la qualité de ses produits, ses choix techniques, ses choix de commercialisation. Selon lui, ça n'a aucun sens. L'agriculteur n'aurait plus aucun choix réel et son activité perdrait tout son sens si ses revenus suffisants étaient déconnectés de son travail, c'est-à-dire sa production. Que voulez-vous dire à Cyril face à ça? Puisque c'est moi qui ai abordé cette question, je peux le dire. Hein. Le salaire à la qualification, il a différents niveaux. Et évidemment,
tout le monde a le premier niveau de qualification à 18 ans, mais ensuite, la progression en qualification dépend d'épreuves de qualification dans lesquelles les travailleurs font valoir leur expérience professionnelle. La qualification ne dépend pas des diplômes, c'est pas de la méritocratie scolaire, c'est quelque chose qui dépend de l'expérience professionnelle et donc de la qualité des productions, de la qualité du travail qui est fourni, etc., etc. Il y a bien un lien entre les deux, sauf que c'est précisément un lien avec la qualité du travail et non pas un revenu aléatoire lié aux performances sur un marché dont on ne maîtrise rien. Anne a insisté sur le fait qu'il y a un aléa sur le marché de l'alimentation, il y a un aléa climatique, il y a un aléa territorial, il y a un aléa financier et permanent. Et donc il faut sortir les travailleurs de cet aléa, mais ça ne déconnecte pas du tout leur niveau de rémunération de l'évaluation de leur travail. C'est un point qu'il faut qu'on n'a pas le temps de dire en quelques minutes, hein, mais sur lequel il faut insister. Super, merci beaucoup. Du coup, je pense qu'on va clôturer cette table ronde. Merci vraiment infiniment à vous quatre d'avoir participé, d'avoir donné du temps, même si à distance, c'est pas toujours évident de se mobiliser. Je pense qu'on a eu un contenu de qualité et c'est vraiment top. Merci beaucoup. Voilà, on a pu aborder plein de sujets. C'est sûr que la question de la sécurité sociale de l'alimentation reste ouverte. Il y a plein de choses encore à travailler, mais on voit qu'il y a plein de pistes et ça donne vraiment envie. C'est chouette et ça rentre vraiment dans les alternatives au système qu'on a envie de défendre chez Alternatiba et on adore ça, quoi. Voilà, donc merci beaucoup et donc pour clôturer ça, je peux vous parler de nos prochains rendez-vous chez Alternatiba. J'en ai parlé un petit peu en introduction. On aura donc ce samedi rendez-vous pour une friperie qui a lieu dans notre lieu alternatif, hein, à Lyon, montée de la Grande Côte. Donc voilà, on ne peut pas réouvrir en tant que bar, mais on peut réouvrir pour une friperie et pour un mode de consommation des vêtements alternatifs. Donc n'hésitez pas à passer nous faire un bonjour. Et si jamais vous voulez nous rejoindre aussi chez Alternatiba, on aura une prochaine soirée de présentation du collectif en janvier, le 18 janvier, qu'on espère pouvoir faire en présentiel. Voilà, merci beaucoup aussi à toutes les pages qui ont cross-posté et à toutes les personnes qui ont suivi le live. Voilà, au revoir.